Ma mère a dit, c'est lui le roi. Toi, tu nettoies ses toilettes. Puis, mon beau-père m'a frappé avec sa ceinture parce que je ne voulais pas m'occuper de son fils comme si j'étais sa servante. Je suis parti de cette maison avec un bras cassé, 2 pesos en poche, et même pas une brosse à dents. Ils n'ont jamais appelé, jamais demandé si j'allais bien. Ils m'ont élevé comme un outil, et quand je ne leur servais plus, ils m'ont jeté comme une ordure. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je construisais déjà quelque chose qu'ils ne pourraient jamais toucher. Avant de commencer, dis-moi quelle heure il est là où tu es et d'où tu écoutes ça. Écris-le dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut aller. Prêt? Écoute. Le dîner était le seul moment de la journée où je pouvais faire semblant qu'on était une famille. Pendant 15 minutes, je me concentrais juste sur les assiettes, à bien aligner les couverts comme des petits soldats. Et je rêvais que, pour une fois, personne ne crie, que peut-être ma mère me sourit, ou que lui ne retire pas sa ceinture. Ce soir-là, j'ai mis la table sans rien dire. Ça sentait la viande réchauffée, sans goût, lourde. J'ai astiqué les fourchettes, plié les serviettes, même allumé une petite bougie pas chère du marché. Je pensais qu'avec ces petits détails, il y aurait peut-être un peu de paix. Mon beau-père Greg s'est assis comme s'il possédait le monde. Son fils Carter, 8 ans, bougeait les pieds sous la table et donnait des ordres comme un prince avec une couronne en plastique. Il a dit quelque chose sans me regarder. Je lui ai servi du jus de pomme avec les mains fermes, la mâchoire serrée. Ma mère s'est assise en face, le nez collé à son téléphone, sans un mot. Elle a murmuré. Il aime avec des glaçons. Je me suis levé. Je suis allé chercher des glaçons. Quand je suis revenu, Carter a poussé un long soupir, bien bruyant. J'ai posé le verre avec soin. Il a souri, a bu une gorgée, puis a jeté sa fourchette par terre. Oups, il a dit. Moi, je ne me suis pas penché, je n'ai pas cligné des yeux. Je me suis baissé pour la ramasser, même si mes genoux me faisaient mal à cause du sol en lino. En me relevant, j'ai regardé ma mère, mais elle fixait encore son téléphone. J'ai reposé la fourchette à côté de son assiette et j'ai essayé de m'asseoir. Je venais à peine de toucher la chaise quand la voix de ma mère a coupé l'air comme une gifle. Il mange d'abord, puis tu nettoies. C'est lui le roi. Tu sais déjà quelle est ta place. Je suis resté figé et j'ai quand même senti de la tristesse, même si ce n'était qu'un instant. Moi aussi, j'avais faim. Greg a levé les yeux lentement. « Mais qu'est-ce qu'elle vient de faire ?» il a dit. Carter a rigolé, il s'est assis. Greg a frappé sa fourchette sur la table. « J'ai dit que tu pouvais t'asseoir. » J'ai ouvert la bouche, mais je n'ai rien pu dire. Je me suis levé encore, les jambes raides. Greg m'a regardé avec ce regard, celui qui venait toujours avant le coup de ceinture. J'ai eu la nausée. « Jus » a crié Carter encore une fois. Je me suis retourné pour prendre la carafe, mais son verre était encore plein. Il n'avait même pas fini. Greg s'est levé. La chaise a reculé. « Je t'ai dit de lui servir », il a dit. J'ai avalé ma salive. Il a des bras. Il peut se servir tout seul. Après ça, il y a eu un gros silence. Lourd. J'ai vu Greg bouger. Il a commencé à enlever sa ceinture. Le bruit du cuir glissant dans les passants a rempli la cuisine. Je me suis reculé. « Redemande-le » m'a-t-il dit, en s'approchant. Je ne l'ai pas dit, mais si je me suis tu, ce n'était pas par peur, c'était par colère. Une colère qui bouillonnait en silence. Le premier coup m'a frappé au bras, le deuxième dans le dos. J'ai crié. Et j'ai réussi à dire « assez ». Je pouvais à peine respirer, mais ma mère n'a pas bougé. Au lieu de m'aider, elle s'est levée, est venue vers moi et m'a attrapé le visage si fort que ses ongles m'ont griffé. « Nourris-le », elle m'a soufflé entre les dents. « Vous pas, bonne à rien ». Elle m'a frappé de nouveau. Carter riait. Je titubais. Tout tournait autour de moi. Mon bras droit pendait bizarrement et mon épaule me faisait un mal de chien, comme si on me serrait de l'intérieur. « Il dégage » a crié ma mère. J'ai regardé cette femme qui m'a donné la vie. Elle a juste pointé la porte, comme si j'étais un fardeau. « Mais tu m'as entendu ?» Dehors. Greg a ouvert la porte violemment. « Mais tu veux jouer à l'adulte ? Alors va-t'en. » J'ai marché vers le couloir sans chaussures, en pyjama léger, avec mon t-shirt de nuit.
J'ai pris mon portefeuille posé sur le bar vide. J'ai vérifié la poche de mon sweat. Il ne me restait qu'un billet de 2 pesos, tout froissé. Je me suis retourné. Ma brosse à dents, ai-je chuchoté. Ma mère m'a claqué la porte au nez. J'ai entendu le clic du verrou. Ce son m'a blessé plus que les coups. Je suis resté un moment sur le porche, debout. Le ciment froid me brûlait les pieds. La lumière du porche clignotait, comme si elle hésitait à m'éclairer. Mon bras pendait sans force. Je l'ai entouré doucement de mon autre main, retenant mes larmes. Je ne voulais pas leur donner ce plaisir. Je ne me suis pas retourné. J'ai quitté le porche et j'ai marché comme j'ai pu dans l'allée. Sans sac, sans chaussures, sans au revoir. Juste un bras cassé et 2 pesos. Un peu plus loin, j'ai vu un lampadaire. Il a clignoté une fois, puis une autre. Et ensuite il est resté allumé. Je me suis assise là, appuyée contre le poteau, et j'ai regardé le ciel. Tout était noir. Une larme chaude a coulé sur ma joue. Je ne l'ai pas essuyée. J'ai regardé mes mains tremblantes, écorchées, toutes petites, et j'ai dit doucement. Je suis encore là. Je ne suis pas parti. Je n'ai pas disparu. Je suis là. La lampe a vibré une dernière fois et s'est éteinte. Sa lumière touchait encore un peu le trottoir, dessinant les fissures du ciment comme des veines sur une vieille peau. Je me suis un peu déplacé sur le banc, me plaignant du mal à l'épaule. Je me suis serré dans mes bras pour essayer de me réchauffer. Mais mon pyjama était trop fin pour la nuit froide. Le sol gardait encore un peu la chaleur de la journée, mais pas assez. J'étais déjà à plus d'1 kilomètre de cette maison où on m'avait chassé. Marchant sans but, à la recherche d'un endroit qui ne leur appartenait pas. Un endroit où personne ne me verrait comme une ordure. Je suis passé devant une épicerie fermée, rideau tiré, enseigne au néon éteinte. Je me suis assis sous son auvent cassé, essayant de ne pas ressembler à une fille perdue. Ni à un chiffre de plus dans les statistiques. Mon ventre grondait. Je n'avais rien mangé depuis le matin. Une tartine froide, à moitié brûlée, des restes de Carter. J'avais à peine eu le temps d'en croquer une bouchée que ma mère me l'a enlevée. Je la lui ai donnée sans un mot. J'ai entendu des pas rapides, lourds. J'ai tout de suite eu peur. C'était un groupe de garçons qui riaient fort. J'ai baissé la tête, faisant semblant de ne pas être là, mais l'un m'a vu. Regarde cette dame endormie sur le banc comme dans un film, il a dit en riant. Un autre a ajouté, tu veux un verre, Cendrillon? Et là, ils m'ont lancé quelque chose. Un liquide froid et collant m'a éclaboussé sur la poitrine. C'était un demi-verre de soda, tout éventé. J'ai sursauté, et la douleur dans mon épaule m'a fait voir des étoiles. Les gars sont partis en courant, morts de rire, comme si c'était drôle. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai juste essuyé la tache avec ma manche. Le sucre collait encore plus au tissu. Je me suis levé lentement et j'ai continué à marcher. Le centre de Bakersfield à minuit ne fait pas de cadeaux. J'ai traversé des rues avec des magasins fermés, des lampadaires clignotants. Un vieux resto avec une pancarte délavée qui disait encore petit déjeuner toute la journée. J'ai vu une petite église en briques, avec la peinture blanche qui s'écaillait. J'ai monté les marches en boitant et j'ai essayé la porte. C'était fermé. J'ai frappé 1 fois, 2 fois. Personne n'a répondu. Il n'y avait même pas de lumière dedans. Un peu plus loin, j'ai vu une station-service ouverte. Les lumières fluorescentes rendaient tout froid, sans vie. Je suis entré. Le type à la caisse ne m'a même pas regardé. Il a juste dit, les toilettes, c'est pour les clients. J'ai $1, lui ai-je dit. Là, il a levé les yeux. Là avec ça, tu peux acheter une petite bouteille d'eau. Au fond. J'ai hoché la tête, j'ai essayé de sourire. Lui, il n'a pas souri. Je suis passé devant les rayons remplis de snacks que je ne pouvais pas me payer. Les bouteilles d'eau étaient bien alignées comme des petits soldats. J'ai pris la plus petite et je suis allé à la caisse. Il me l'a fait payer 89 centimes. Tu veux un sac, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Dehors, j'ai trouvé les toilettes derrière la station. Un miroir cassé pendait au-dessus d'un vieux lavabo taché d'orange sur les bords. Je me suis approché et j'ai tourné la tête pour bien me voir. Mon œil commençait à gonfler. J'avais un gros bleu sur la joue, des griffures sur le cou, du sang séché dans les cheveux. Mon bras devenait raide. Et c'est ça,
ai-je murmuré au miroir. C'est ça qu'ils appellent bonne à rien. J'ai arrêté de me regarder. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'à une autre banquette. Elle était en face d'un arrêt de bus, juste sous une immense affiche pour des avocats d'accident. Le numéro brillait comme une moquerie. Je me suis assise là. Les minutes sont passées, peut-être des heures. Je ne me souviens pas avoir fermé les yeux. Mais je me souviens de la voix qui m'a réveillé. « Tu as faim, ma chérie ?» C'était une voix douce, fatiguée, comme quelqu'un qui en a trop vu pour encore parler fort. J'ai ouvert les yeux. Il y avait un homme pas loin de moi. Âgé, noir, peut-être 70 ans. Il portait un manteau bleu marine délavé, un sac en papier dans une main et une couverture roulée dans l'autre. Je n'ai rien dit. Il ne m'a pas forcé. Il a juste hoché la tête et s'est assis lentement à côté de moi. Comme si ses genoux avaient l'habitude de souffrir. Il a ouvert son sac, a sorti un sandwich. C'était du pain blanc, on aurait dit de la dinde, emballé dans du papier ciré. Il l'a coupé en deux et m'en a tendu une moitié. Je l'ai juste regardé. Mon ventre a grogné avant même que je dise un mot. « Mais tu n'as pas à le prendre si tu ne veux pas », il a dit. Mais moi, je me suis dit, ça ne fait pas de mal d'accepter. Je l'ai pris. Mes doigts ont touché les siens, une seconde. Ils étaient chauds, rugueux. Je m'appelle Ilèche, il a dit. Ilèche Burke. La plupart m'appellent Don Burke ou le vieux Ilèche, ça dépend du jour. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Il a mordu dans sa part et a mâché lentement. J'ai été concierge pendant des années. Je nettoyais le tribunal. Avant, je bossais dans des bureaux du gouvernement. Maintenant j'ai une petite chambre dans la pension Grèce, à 3 rue d'ici. Je paie 480 par mois. Il y a une cuisine partagée et un café affreux. Je lui ai souri un peu, un sourire tordu. Le premier depuis je ne sais combien de temps. Il m'a regardé, puis la rue. « Mais tu n'as pas à me raconter ton histoire, » il a dit, « mais je vais te dire la mienne. » Et oui, il me l'a raconté. Comment on l'a battu presque à mort en 64 juste pour s'être assis dans un bar interdit aux Noirs. Comment son frère a disparu dans le Mississippi. Comment sa femme l'a quitté quand l'usine a fermé. Comment il a dormi dans la rue pendant 3 hivers avant d'être accepté dans la pension. Mais tu sais quoi, il a dit en finissant son sandwich. La vie s'améliore. Ce n'est pas rapide ni facile, mais ça s'améliore. Ne baisse pas les bras. J'ai regardé la moitié de sandwich dans ma main. Ça avait le goût de jambon froid et de pain sec. Mais c'était le meilleur repas que j'avais eu depuis des semaines. Puis il a sorti une petite couverture de son sac. Elle n'était pas neuve, un peu usée sur les bords. Il me l'a posée sur les genoux. « Tu as du feu en toi, gamine », il m'a dit avec tendresse. Même avec les bleus, je le vois. Laisse-le brûler pour de bon, pas n'importe comment. Et là, sans prévenir, j'ai fondu en larmes, mais pas de douleur. Parce que pour la première fois, quelqu'un ne voulait rien de moi. Je me suis essuyé le visage avec ma manche et j'ai soufflé mon nez discrètement. « Oh mon prénom », ai-je murmuré. « C'est câlin », il a dit avec un sourire doux dans les yeux. « Eh bien, Sin », il a dit, « maintenant je sais pour qui je vais prier ce soir. » Quelqu'un connaissait enfin mon nom. Et pour la première fois, j'ai eu envie de vivre. Cette pensée ne m'a plus quitté, même 2 jours après. Quand la lumière grise du matin est entrée par la fenêtre de l'abri. On m'avait donné une chambre temporaire. Il y avait un matelas sans drap, un lit en métal et une chaise en plastique. Mais aussi une porte qui ferme à clé et une petite étagère pour mes chaussures. C'était déjà plus que ce que j'avais eu depuis des semaines. Ce matin-là, j'étais assise dans la cafétéria avec un gobelet de café tout léger. Regardant un biscuit qui s'effritait comme de la craie. Il y avait quelques autres femmes, la plupart silencieuses. L'une murmurait seule, l'autre tapait sa cuillère contre son plateau comme si elle faisait un rythme. Soudain, une fille s'est assise en face de moi. Je ne la connaissais pas. Elle devait avoir à peine 20 ans. Des yeux brillants, un vieux sweat à capuche, et une ficelle à la place des lacets. « C'est toi la fille », elle m'a dit cash, sans détour. « Celle dont le beau-père a appelé la police ?» J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» « Pas besoin de mentir », elle a dit vite. « On entend tous des choses ici. Le personnel reçoit des appels. Ils échangent des papiers entre eux.
La dame de l'accueil a dit que t'étais violente, que t'avais un couteau. J'ai posé ma tasse un peu trop fort. Un peu de café a débordé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, j'ai dit tout bas. Elle a haussé les épaules, comme si ça lui était égal. Mais ses yeux ne me quittaient pas. Je ne lui en voulais pas. Elle ne me connaissait pas. Personne ici ne me connaissait. Mais quelqu'un avait déjà raconté sa version de qui j'étais. Et ça ne me faisait pas passer pour quelqu'un de bien. Plus tard, une femme du personnel, qui s'appelait Solé, m'a demandé de parler en privé. Son bureau sentait le produit citronné et l'encre d'imprimante usée. Elle avait une petite chemise fine avec mon nom. Le câlin, dit-elle doucement. Je veux te parler honnêtement. J'ai hoché la tête en silence. Elle a ouvert le dossier calmement. On a reçu un rapport. Ton beau-père a dit que tu l'as menacé avec un couteau et que tu étais instable. Ils ont aussi mentionné des problèmes dans ton dossier. Des crises émotionnelles, de mauvaises notes, et ils t'ont décrite comme possiblement instable. Elle a poussé un soupir. Je ne savais pas si c'était un rire ou un avertissement. J'ai eu un moment. Oui, ai-je dit doucement. Ça s'appelle la dignité. C'est ça qu'ils ont vu. Moi disant non. Cela n'a pas eu peur. Je lui reconnais ça. Mais elle me regardait comme si j'étais un verre au bord de la table, prêt à tomber. Pas encore cassé, mais presque. Ils ont fait une alerte auprès de la protection de l'enfance, dit-elle plus doucement. Même si tu as 23 ans, le rapport dit que tu pourrais représenter un risque s'il y a des enfants à la maison. Cette phrase m'a glacé. Non seulement il m'avait mise dehors, mais il m'effaçait aussi avec des papiers. Ma propre famille avait réussi à me faire disparaître du système. Et ils ont dit que je m'étais enfui? Quelles phrases ont-ils utilisées? J'ai fini par demander. Le risque de fuite, dit Soleil, mal à l'aise sur sa chaise. Et ils ont aussi demandé qu'on appelle la police si tu reviens chez eux. J'ai pressé mes tempes avec les doigts. Je sentais la nausée monter en moi. Je peux voir le rapport, ai-je demandé. Elle a hésité, puis a sorti quelques feuilles et me les a données. Mes mains tremblaient en les prenant. Et là, il y avait toujours les mêmes noms, ceux qui m'avaient marqué comme un problème. Au lieu de dire la vérité sur ce qui s'était passé, mon beau-père Gary, ma mère Monique. Leur signature était à la fin du document, juste à l'endroit où on décrivait les faits. Ça disait quelque chose comme « La personne s'est agitée, a eu une attitude agressive, a tenté de blesser un membre de la famille. » Nulle part, il n'était écrit que j'avais une épaule cassée, des bleus sur les côtes. Ou que j'avais dormi par terre avec du sang séché sur le visage. Il n'y avait rien non plus sur le soda qu'on m'avait jeté, ni sur le sandwich qui m'avait sauvé ce jour-là. Mes yeux se sont arrêtés sur une signature, maman de Monique Taylor, en italique. Elle n'utilisait même plus son nom de jeune fille. Elle s'accrochait au nom de Gary comme s'il était sa propre peau et elle m'avait effacé de la carte. Là elle voulait que je disparaisse, ai-je murmuré, et elle a réussi. Je suis sorti du bureau de Soleil et je suis retourné dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit avec les feuilles du rapport dans la main, les relisant sous la lumière jaune. J'aurais dû pleurer, mais non. À la place, je me suis rappelé quelque chose que Nira m'avait dit en seconde. Quand on pensait encore que grandir voulait dire quelque chose de bien. Tu dois écrire ta propre histoire, câlin, parce que sinon, quelqu'un d'autre va l'écrire pour toi et c'est celle-là que tu devras vivre. Je n'avais pas pensé à Nira depuis des années, mais sa voix est revenue, claire comme toujours. Ce soir-là, je suis sorti en silence et j'ai marché jusqu'à la bibliothèque publique, près de la 8e rue Eka. Il restait encore 1 heure avant la fermeture. J'ai demandé à la réceptionniste d'utiliser un ordinateur. Elle m'a donné un papier avec un code d'accès. Je me suis assise à la dernière machine dans le coin. La chaise a grincé quand je me suis installé. L'écran bleu est apparu, puis le bureau. J'ai ouvert le navigateur, j'ai posé mes mains sur le clavier et j'ai commencé. Ce n'était pas un blog, ni une lettre. C'était juste la vérité. J'ai écrit, voilà comment on efface une fille. Et je ne me suis plus arrêté. J'ai écrit sur le pain grillé froid, la brosse à dents toujours disparue. Et comment mon beau-père m'appelait, bouche sur patte. J'ai écrit sur le bleu derrière l'oreille que personne n'a jamais vu. Sur comment, dans cette maison, le silence était la règle. Et moi j'ai appris à avaler ma colère et à faire semblant de sourire. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal.
Jusqu'à ce que les lumières de la bibliothèque clignotent pour dire que ça allait fermer. C'est là que j'ai trouvé un forum de survivants, petit, caché, lointain. Je n'ai pas mis de photos, ni de nom de famille. Mais à la fin j'ai écrit. Je m'appelle Sin. Je ne me suis pas enfui. On m'a jeté à la poubelle. J'ai appuyé sur publier. L'écran a clignoté, puis s'est effacé. Je me suis déconnecté. Je suis resté là, les mains sur le clavier, respirant l'air chaud des vieux ordinateurs. Mon cœur battait comme si j'avais couru un marathon. Dehors, la nuit était calme, douce. Je suis rentré au refuge, pas à pas. Mon histoire n'était pas forte ni bruyante, mais elle m'appartenait. Ils m'avaient effacé avec leurs mensonges. Maintenant, j'allais écrire quelque chose qu'ils ne pourraient jamais effacer. 3 semaines plus tard, j'étais devant une petite boutique cachée entre un bureau de taxes fermé et une laverie avec une enseigne clignotante, ouverte. Au-dessus de la porte, une pancarte en bois peint disait « Cybercla ». Sans lumière, sans slogan accrocheur, juste ce nom tranquille. Comme s'il n'avait pas besoin d'impressionner. La porte a fait un petit bruit quand je l'ai poussée. Dedans, ça sentait la terre mouillée et quelque chose de sucré, comme de la fumée de bois. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres et faisait briller la poussière qui flottait dans l'air, dansant au-dessus des étagères pleines de bols, de cruches et de tasses. Tout semblait fait par des mains qui essaient de comprendre le monde. Derrière le comptoir, il y avait Evely. Ses cheveux argentés étaient attachés en chignon. Son tablier avait des taches de peinture sèche. Elle avait les bras croisés et me regardait avec des yeux sérieux, pas durs, juste attentifs. « Tu es venu ?» a-t-elle dit. « Lilech a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. » J'ai répondu un peu gêné, « Je peux essayer. » Evely ne m'a rien demandé. Elle n'a pas parlé de mes blessures ni du bandage à mon bras. Elle a juste passé la main sous le comptoir et a sorti un bloc d'argile enveloppé dans un tissu humide. « C'est pas grave si tu ne sais pas bien faire, » elle m'a dit en me tendant l'argile. L'argile se souvient de tout, mais elle pardonne aussi facilement. C'était la première fois que quelqu'un était gentil avec moi sans vouloir quelque chose en retour. L'endroit était silencieux. Pas de musique, pas de bavardage, juste ce son doux d'un lieu qui connaît déjà la douleur. Et ne veut pas la couvrir de bruit. Et Lilech m'avait amené ici la semaine passée dans sa vieille Chevy. Il m'avait dit, tu dois créer quelque chose qui ne crie pas. Déjà dans l'atelier, j'ai posé l'argile sur la table et je me suis assise lentement. Mon bras me faisait encore mal jusqu'à l'os. Quand j'ai retiré la telle, ma peau était encore jaune avec des lignes violettes comme des veines cachées. J'ai hésité, puis j'ai mis mes 2 mains sur l'argile. Elle était douce, fraîche, presque apaisante. Mais quand j'ai essayé de la modeler, la douleur dans mon bras m'a fait trembler. Ma main a glissé. La forme s'est écrasée, comme un tamis. Je l'ai regardée sans respirer. Elle me ressemblait. Quelque chose qui fut solide, maintenant écrasé et tordu. Evely est passée derrière moi sans me regarder directement. La symétrie est surestimée, a-t-elle dit. La poterie, c'est des histoires. Même les cicatrices ont une forme. J'ai hoché lentement la tête sans la regarder. J'ai retouché l'argile avec soin. Tu crois qu'on peut en faire quelque chose? Elle est allée prendre une tasse épaisse sur une étagère, un peu tordue. Mais avec un émail bleu brillant. Elle l'a posée devant moi. L'argile non, mais les gens oui, elle m'a dit. Alors fais quelque chose qu'on ne pourra jamais oublier. Cet après-midi-là, quand les autres sont partis, je suis resté. Evely n'a rien dit, elle m'a juste donné un autre morceau d'argile. Je me suis assise en silence et je l'ai modelé calmement. Sans chercher la perfection. Je l'ai laissé être bizarre, obstiné, tordu. Quand j'ai fini le bol, j'ai pris un outil en bois et j'ai écrit 2 mots à l'intérieur. Je suis là. Evely s'est approchée, a souri un peu et a hoché la tête. Elle a soulevé le bol et l'a tourné dans ses mains. Je le cuis ce soir, elle a dit. Viens demain. Le lendemain matin, je suis revenu avant le lever du soleil. L'atelier sentait les fours éteints et les pierres chaudes. Evely m'a donné le bol. Il avait un émail gris clair et il était encore un peu chaud, comme s'il avait un cœur. Je l'ai pris avec les 2 mains. Les mots que j'avais gravés se voyaient encore sous l'émail brillant. Je suis là. Ce n'était pas beau, mais c'était à moi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à le regarder.
Peut-être des minutes, peut-être plus. Evely ne m'a pas pressé. Elle a laissé le moment exister. Puis elle est allée au comptoir et est revenue avec une carte. Elle me l'a donnée. C'était du papier blanc avec une texture douce. Il y avait mon prénom écrit en majuscule. En dessous, en petites lettres, il y avait écrit « L'assistante technique en céramique Ciderclass Studio ». Je l'ai regardé. « Maintenant tu fais partie de l'atelier », m'a-t-elle dit. « Ce n'est pas très bien payé, mais ici, tu comptes. » J'ai plié la carte avec soin, comme si elle était en cristal, et je l'ai mise dans la poche intérieure de ma veste. Ça m'a semblé être de l'or. Ce soir-là, en marchant pour rentrer, j'ai vu un homme crier dans son téléphone devant un resto. Quelqu'un klaxonnait dans les embouteillages. Et un enfant pleurait dans une poussette. La ville était toujours aussi bruyante. Mais en moi quelque chose s'était calmé. Comme l'eau après une tempête. Mon corps me faisait encore mal. Mon passé était toujours là. Mais cette fois, j'avais quelque chose entre les mains qui ne me faisait pas mal. On m'a frappé, oui. Mais mes mains n'étaient pas brisées. Ce soir-là, je ne suis pas rentré juste avec un bol. Je suis rentré avec quelque chose de plus. Avec un souffle entier dans ma gorge. Avec des mains qui ne tremblaient plus quand le silence tombait. Avec quelque chose que j'avais fait, pas quelque chose de brisé. Un mois est passé. Les paumes de mes mains étaient déjà plus dures. Mon poignet droit me faisait encore mal quand j'appuyais trop. Mais Evely m'a appris comment travailler avec ça. Comment laisser l'argile me guider au lieu de me battre avec elle. Et la plupart des jours, cet atelier sur l'avenue Truston. C'était plus qu'un lieu. C'était devenu un refuge. Ce mardi après-midi, le four venait juste de refroidir. J'étais avec Evely à l'arrière, en train de sortir des pièces des étagères. La chaleur sortait encore doucement des briques. Comme les derniers rayons du soleil avant la nuit. On ne parlait pas beaucoup, presque jamais les jours de cuisson. Mes mains bougeaient doucement, soulevant tasses, assiettes. Petit vase tordu fait par d'autres qui apprenaient aussi. Et un bol que j'avais fait avec un bord en spirale et une base lissée avec le pouce. J'allais l'attraper quand la porte de l'atelier a sonné. Ce n'était pas le tintement habituel, mais un coup sec et rapide. Evely a été la première à se retourner, mais sa main est restée figée. J'ai entendu la voix avant de voir le visage. Eh bien, je ne pensais pas te trouver en train de jouer à la petite maison en terre. Mon cœur s'est arrêté un instant. C'était Bradan. Il se tenait à la porte comme une ombre qu'on pensait disparue. Plus grand que dans mon souvenir. Cheveux propres, chemise polo bien rentrée dans un jean sombre. Mais il marchait comme s'il possédait l'endroit. Comme s'il n'avait jamais coincé une chaise pour te bloquer la sortie. Mes doigts se sont crispés autour du bol. Bradan a regardé l'atelier. Ce même sourire moqueur est revenu sur son visage comme si tout ça n'était qu'une mauvaise blague. Alors câlin, il a dit, tu continues à faire semblant d'être l'artiste blessé? Il a laissé la porte se refermer derrière lui et a commencé à marcher lentement entre les étagères. Il a passé les doigts sur le bord d'une tasse de thé et a touché un vase comme s'il le testait. Je ne pensais pas que tu finirais dans un endroit aussi triste, il a dit. Pas de néon, pas de followers, juste de la terre et des profs de poterie d'âge moyen. Evely était à côté de moi, les bras croisés avec calme. Elle n'a rien dit, elle l'a juste fixé. Elle avait cette manière de laisser le silence parler à sa place, comme si elle le défiait de dire un mot. Bradan s'est approché. Maman dit que tu balances des trucs sur Internet, que tu racontes ta version. Il a lâché un petit rire. Sérieusement, Sin? Tu fais vraiment ça? Tu joues la victime comme si c'était ton job à plein temps? J'ai posé le bol sur la table, sans douceur. Il continuait à marcher sans se presser. Tu crois vraiment que quelqu'un va te croire? A-t-il demandé. Tu penses vraiment que ça compte? Je l'ai regardé. Il avait l'air si sûr de lui et si vide. Comme si c'était un jeu qu'il avait déjà gagné. Avant, ça m'aurait détruite. Mais maintenant. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour rien, lui ai-je dit calmement. Parce que tu as peur, parce que pour la première fois, ta version n'est pas la seule que les gens entendent. Le sourire de Bradan se tordit. Tu crois que ton petit jeu de travaux manuels veut dire quelque chose? Je fis un pas en avant. Moi je crois que tu es entré dans un endroit que tu ne comprends pas. Et rien que ça, ça disait tout. Il ricana.
Mais tu n'es que du bruit. Tu vas disparaître comme toujours. J'ai regardé mes mains couvertes de poussière de four. Elles étaient maintenant plus fermes, plus fortes. Ces mains ont créé quelque chose. Et toi, Bradan? Que as-tu fait, à part laisser des bleus? Je vis sa mâchoire se crisper. Evely bougea enfin. Elle marcha entre nous deux et se planta comme un mur. Ici, c'est un atelier, dit-elle d'une voix claire. Un lieu pour guérir. Et toi, tu as apporté du poison ici. Bradan se tourna vers elle en souriant. Mais tu ne sais pas qui elle est ni ce qu'elle a fait. Je sais exactement ce qu'elle fait, répondit Evely. Là, elle est en train de se reconstruire. Elle se tourna vers moi. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Je regardai Bradan. Il ne souriait plus. Non, ai-je dit. Laisse-le rester. Evely leva un sourcil. Je veux qu'il voie quelque chose, ajoutai-je. Je suis passé à côté de lui, j'ai marché jusqu'à mon tour, je me suis assise et j'ai pris un nouveau bloc d'argile dans la pile. Mes doigts ne tremblaient pas en le tapant et en commençant à le façonner. L'odeur de terre mouillée remplit à nouveau la pièce. Je me sentais chez moi. J'ai centré l'argile, la roue bourdonnait sous mon pied. Je lui ai donné forme lentement. Mes mains bougeaient avec rythme. Ma respiration s'ajustait. Je ne parlais pas. Ce n'était pas nécessaire. Bradan restait là, debout, les bras croisés, faisant semblant de ne pas regarder, mais il regardait. Il observait chaque geste, comment je créais quelque chose à partir de rien. Quand j'ai terminé le bord du bol, j'ai entendu le sol craquer. Ses chaussures ont pivoté. Puis la porte s'est ouverte à nouveau. Cette fois, le son fut doux. Evely ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle se referme. Alors elle est venue et a posé une main sur mon épaule. Ça, dit-elle. Ça, c'est de la force. J'ai hoché la tête lentement, sans lever les yeux. Avant, je croyais que le silence était une sécurité, ai-je murmuré. Mais maintenant, je sais qu'il peut aussi être un pouvoir. Elle serra mon épaule, puis me laissa. J'ai fini le bol, et pour la première fois depuis des années, ça m'était égal qu'on me croie ou non. Je voulais juste qu'on se souvienne que je suis toujours debout. Il voulait que je n'ai pas de voix. Alors j'ai commencé à sculpter ma voix dans quelque chose qui dure. C'était un matin froid à Bakersfield, pas aussi dur que d'autres tempêtes. Mais avec ce genre de froid qui s'infiltre dans les manches et jusqu'aux os. Ce froid qui te donne envie de t'envelopper dans quelque chose qui te fait te sentir aimé. Je l'ai trouvé sur le banc en arrivant à l'atelier. Une couverture matelassée faite de morceaux qui semblaient venir de nulle part. Mais qui étaient tous là, ensemble, comme moi. Rouge vif, coton bleu délavé, vieille chemise en flanelle, bout de tissu déchiré. Il y avait un petit mot attaché dans un coin, de travers, mais plein de sens. Et je suis resté assise un bon moment avec la couverture sur les épaules avant d'ouvrir la porte. Le tissu était doux, de ceux qu'on obtient seulement avec le temps. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie prise dans des bras. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à regarder la lumière de l'automne s'étirer sur le sol en ciment. Quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Elias, avec 2 gobelets en carton. L'un pour toi, dit-il en me tendant le plus chaud. Et un autre si tu veux en emporter un pour la route. J'ai levé un sourcil. Ou une soirée à la librairie, ajouta-t-il. Lecture communautaire. Cidre, feu. Il y a toujours quelqu'un qui lit du Marie Oliver, même si personne ne le demande. J'ai souri un peu, mais j'ai secoué la tête. Pas encore prête pour ça. Il n'a pas insisté, il a juste pris une gorgée de sa tasse et s'est assis à côté de moi sur la petite marche. Alors, ne lis pas, dit-il. Assieds-toi juste. Sois là. On t'a gardé une place près de la cheminée. Tu n'as même pas besoin de saluer. J'ai baissé les yeux vers la couverture qui me recouvrait. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire « oui » qui sonnait comme une permission. Comme quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Cette nuit-là, j'y suis allé. La librairie était au coin de la 8e rue et Milner, entre un magasin de disques fermé. Et une boulangerie qui n'ouvrait que 4 heures par jour. De l'extérieur, elle avait l'air oubliée. À l'intérieur, elle brillait. Des lampes avec des petites ampoules éclairaient les coins. Et des chaises pliantes identiques étaient disposées en demi-cercle sur un long tapis. Au fond,
Une cheminée crépitait doucement. Quelqu'un avait laissé un panier de couverture tricoté avec une pancarte disant « Emprunte un peu de chaleur, rends-la après ». Je me suis assise là où Elias m'avait dit. Deuxième rang, au centre. Pas trop exposé, pas caché non plus. Quelqu'un m'a donné un verre de cidre. Un autre m'a souri sans demander mon nom. La première à passer était une jeune femme d'une vingtaine d'années. On sentait le trac dans sa voix. Elle a lu un poème sur un AVC qu'elle avait eu à 17 ans. Sur le fait de perdre la moitié de son visage pendant un moment. Et comment les gens ne savaient plus lui parler. Puis un homme d'environ 50 ans est passé. Il a lu une lettre pour un fils qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Sa voix s'est brisée une seule fois, quand il a dit « Mais si jamais tu lis ça ». Un à un, chacun s'est levé, partageant des choses qu'ils avaient gardées trop longtemps. Certains riaient, d'autres pleuraient. Personne ne s'excusait. Et à chaque voix, quelque chose en moi se relâchait. Comme une terre qui dégèle avec l'arrivée du printemps. Presque à la fin, l'hôte, une petite dame en salopette avec des boucles d'oreilles différentes, s'éclaircit la gorge. Quelqu'un d'autre? Je sentis Elias me donner une petite poussée douce. J'ai secoué la tête, mais je me suis levé. Je ne sais même pas pourquoi, jusqu'à ce que je me retrouve à marcher vers l'avant. Mes jambes bougeaient toutes seules, comme si elles avaient décidé sans prévenir ma tête. Il n'y avait pas de pupitre, juste un petit tabouret. Je me suis assise et j'ai regardé le carnet. C'était un carnet dans lequel j'avais commencé à écrire quelques semaines plus tôt. Plus par habitude que par courage. Mes doigts ont trouvé une page avec un coin plié. Je l'ai lu. Ce n'est pas la ceinture qui m'a le plus fait mal. C'était le son après. Le silence. Comme si le monde avait décidé de m'oublier. Comme si j'étais une ordure poussée dans un coin. Silencieuse, invisible, sans valeur. La pièce est restée sans souffle un instant. Puis quelqu'un a applaudi. Puis un autre. Ce n'était pas bruyant. Ça n'avait pas besoin de l'être. C'était ferme, doux. Je suis retourné à ma place avec le cidre déjà froid. Mes mains tremblaient un peu, pas de peur. Mais d'avoir enfin laissé sortir quelque chose que je portais depuis trop longtemps. Après l'événement, pendant que tout le monde rangeait les chaises et se dirigeait vers la sortie, une femme s'est approchée de moi. Elle devait avoir une cinquantaine d'années, avec des yeux doux derrière de grandes lunettes en métal. Elle m'a touché doucement le bras. Mon beau-père, dit-elle doucement, a fait la même chose. Je ne l'ai jamais dit à personne, même pas à moi-même pendant longtemps. On s'est assise près de la fenêtre et on a continué à parler même après que les lumières soient éteintes. Elle m'a raconté les années passées à faire semblant que tout allait bien. Et le jour où elle a retrouvé une lettre qu'elle avait écrite enfant. Et qu'elle avait pleuré si fort qu'elle en avait mal aux côtes. Je lui ai parlé de la forêt, du silence. Et de comment, parfois encore maintenant, la gentillesse me fait peur. On ne s'est pas donné de conseils. On a juste partagé nos histoires. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Sur le chemin du retour, Lèche n'a presque rien dit. Je lui en ai été reconnaissante. Il marchait à mon rythme, sans se presser. Arrivé devant ma porte, il s'est arrêté et a sorti quelque chose de la poche de son manteau. C'était un carnet noir, simple, un peu usé. « L'île est vide », dit-il en me le tendant. Mais il y a quelque chose sur la première page. Je l'ai ouvert. J'ai écrit tout. Même ce qui fait mal. Je l'ai regardé. Ma voix est sortie plus rauque que je ne le pensais. On m'a appris que je ne valais rien. Il n'a même pas cligné des yeux. Et ça n'a jamais été vrai. Pour la première fois, je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis entré chez moi sans fermer la porte à clé. Ils ont essayé de me faire taire avec le silence. Mais j'étais en train d'apprendre à chanter. Et parfois, ce chant sortait à travers l'argile. Il était tôt le matin, une semaine avant Noël. L'atelier sentait le thé à la cannelle et la terre mouillée. Je travaillais sur une nouvelle pièce, une aile d'ange fissurée et tordue à cause d'une erreur précédente. Mais maintenant, je la modelais en quelque chose de plus fort, presque défiant. Je ponçais le bord, laissant le rythme de mes mains calmer ce que je ressentais dans la poitrine. Quand la voix d'Evely rompit le silence. « Câlin », murmura-t-elle, arrêtée à mi-chemin entre l'évier et l'étagère des émaux. « Il y a quelqu'un à la porte. »
Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. C'est Jessie? Lèche, ai-je demandé en enlevant la poussière de la base. Non, dit-elle doucement. C'est elle. Je me suis retourné. Et elle était là. Ma mère se tenait dehors, à quelques centimètres de la vitre. Elle ne frappait pas. Elle regardait juste. Son manteau était fermé jusqu'en haut et elle serrait son sac comme pour l'empêcher de fuir. Son souffle embuait la vitre. Et derrière cette vitre, son visage semblait presque doux, curieux. Mais moi, je me souvenais de ce visage quand il hurlait. Je me souvenais de lui, au-dessus de moi, en colère, me blâmant. Je suis resté immobile. Mon cœur n'a pas accéléré. Il est resté calme, comme s'il écoutait, attendant. Elle n'a rien à faire ici, ai-je dit finalement à voix basse. Mais Evely marchait vers la porte. Je la fais partir, proposa-t-elle. Non, ai-je dit en secouant la tête lentement. Laisse-la entrer. Qu'elle dise le discours qu'elle a sûrement répété devant le miroir. La cloche de la porte sonna doucement quand elle s'ouvrit. L'air froid de l'hiver entra d'un coup. Ma mère entra comme si de rien n'était, comme si tout lui était dû. Et câlin, dit-elle avec ce ton qu'elle utilisait le dimanche ou à l'église. Ma chérie, on était très inquiète. Tu as disparu. Je n'ai pas bougé de ma place, près de ma sculpture. Je n'ai pas disparu, lui ai-je dit calmement. Je suis parti en saignant. Elle cligna des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ça. Elle cligna des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise ça. Eh bien, Bradan a dit que tu n'allais pas bien, que tu agissais bizarrement. Ce nom, cet homme. Mon estomac se retourna. Pendant longtemps, j'ai cru que si je souffrais assez, on finirait par m'aimer. Mais tu savais ce qu'il faisait, lui ai-je demandé. Mais tu le savais. Et pourtant, tu as détourné les yeux. Elle relâcha l'air de ses poumons comme si ça lui coûtait. Les familles se disputent, câlin. Parfois, on dit des choses. Tu as toujours été si dramatique. Tu faisais toujours tout un spectacle. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement prévisible. La manipulation, les mensonges, ce visage de fausse inquiétude. Mais tu m'as appelé bonne à rien, lui ai-je dit, toujours en tenant l'aile d'ange dans ma main. J'avais 12 ans. Je me souviens comme si c'était hier. Tu n'as même pas hésité en le disant. Tu le pensais vraiment. Je l'entends encore dans mes rêves. Sa voix devint plus douce, mais son regard restait vide. C'était de la discipline. Tu n'as jamais été facile, tu as toujours été têtu. J'ai regardé l'atelier. Cet endroit, ces murs, cette poussière, ces étagères pleines d'erreurs qui tentaient d'être de l'art. C'était mon refuge. Mais tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, lui ai-je dit. Et ici, il n'y a pas de place pour les fantômes qui se mentent à eux-mêmes. Elle fit un pas en avant. Câlin, je suis venu pour t'aider. Non, lui ai-je répondu. Tu es venu pour essayer de me contrôler comme toujours. Evely se tenait près de moi. Elle ne disait rien, mais je sentais son soutien derrière moi. Et Lèche entra dans l'atelier, les mains encore pleines d'argile. Les autres gens de l'atelier se retournèrent aussi pour regarder. Personne ne parla, mais je le sentis. Des témoins. Et là, j'ai compris ce que c'est vraiment, le pouvoir. Je ne suis pas ta fille par obligation, lui ai-je dit d'une voix forte, mais calme. Tu l'as clairement montré quand tu l'as choisi lui à ma place. Quand tu as dit que c'était moi qui avais provoqué ça. Que si je n'étais pas aussi difficile. Elle ouvrit la bouche. Pas ici, ai-je dit. Elle regarda les autres. Elle ajusta son sac d'un geste un peu fier. Je voulais juste savoir si je pouvais t'aider. J'ai entendu dire que tu te cachais ici. Ce n'est pas me cacher, lui ai-je répondu. C'est guérir. Et oui, il y a une grande différence. Elle me regarda longtemps. Peut-être qu'elle pensait que j'allais me taire. Que j'allais repartir avec elle comme avant. Que j'allais avoir honte. Mais quand on a la vérité de son côté, la honte ne contrôle plus rien. Alors je m'en vais, dit-elle en redressant le menton avec fierté. C'est toute l'aide dont j'ai besoin, lui ai-je répondu. Elle se retourna, sortit. Et quand la porte se referma, j'ai vu son reflet dans la vitre. Flou, incomplet. Comme une histoire qu'on a arrachée avant de la finir.
La pièce resta silencieuse quelques secondes. Puis, Evely posa doucement la main sur mon bras. « Ça va ?» me demanda-t-elle. J'ai expiré lentement. Je crois que je suis prête maintenant. Je me suis approché de la vitrine de la galerie. La sculpture de l'aile d'ange tremblait un peu dans mes mains. Pendant que je la plaçais près de la vitre. C'était un ange brisé. Aux ailes rafistolées avec de l'argile grise. Il ne se tenait pas debout avec élégance. Mais avec force. Il n'était pas beau. Mais il était vrai. Elle pensait pouvoir réécrire l'histoire. Mais moi, j'étais déjà en train d'en écrire la fin. Ce matin-là, je me suis tenu au coin de la 19e rue et Chester. Avec le café déjà froid entre mes mains gantées. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Il y avait une file immense. Elle faisait tout le tour du pâté de maison. Entourant entièrement la petite galerie. Des gens emmitouflés dans des écharpes et de gros manteaux parlaient entre eux, bougeaient pour ne pas geler et attrapaient les invitations comme si c'était quelque chose de précieux. Certains avaient des brochures, d'autres se contentaient de regarder la vitrine, comme si quelque chose à l'intérieur les appelait. Evely me trouva dehors, les joues rouges et les yeux brillants comme des guirlandes de Noël. « Tu aurais dû les voir il y a 1 heure », me dit-elle. C'était comme si tout le monde attendait depuis des années de pouvoir respirer. Je ne dis rien au début. Je digérais encore tout ça. 2 jours plus tôt, je m'étais tenu face à la femme qui m'a mise au monde. Et ce matin-là, les gens venaient voir les pièces nées à cause de ce qu'elle m'avait fait. Pas par pitié, mais parce qu'ils comprenaient. À l'intérieur, la galerie avait l'air différente. La lumière douce tombait sur les sculptures placées avec soin. Elèche avait travaillé jusqu'à tard pour que tout soit prêt. Même le vieux radiateur dans le coin était recouvert d'un tissu, comme si la pièce elle-même voulait oublier qu'il avait déjà fait froid. J'ai marché lentement, regardant chaque pièce. Les visages déformés par la honte, les mains gelées par trop de douleur, les ailes à moitié faites, brisées en plein vol. Et au centre, sous une boîte en verre, se trouvait celle qui avait coupé le souffle à tout le monde. L'aile reforgée n'était pas parfaite. Une pointe était plus basse que l'autre, et la base portait encore les marques de cette nuit-là. Je l'avais fait tomber. Mais elle était toujours là. Solide. Avec des bords brisés, sombres, fortes. La plaque disait. L'aile reforgée. Créée par une survivante de violences domestiques et maternelles. Anonyme, jusqu'à maintenant. Je me suis tenu devant le micro, le cœur battant fort dans ma poitrine, comme s'il ne connaissait pas la paix. J'ai respiré profondément et j'ai parlé. Mon nom est Sine Rudbenet. La galerie est devenue complètement silencieuse. Pendant des années, je me suis dit que mon histoire ne valait rien. Que c'était honteux. J'ai cru que si je me taisais, tout disparaîtrait. Mais la honte ne disparaît pas. Elle pourrit à l'intérieur, jusqu'au jour où on se brise. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence parler lui aussi. Ce n'est pas juste la douleur qui me faisait mal, ai-je dit. C'était d'être ignoré. Blâmé. On me disait de sourire, de servir, de disparaître. On disait que mes bleus étaient des malentendus, que ma colère était du drame. Mais l'argile ne ment pas. Elle garde chaque tremblement de tes mains, chaque fissure que tu as essayé de cacher. Personne ne bougeait. Certains baissaient les yeux, d'autres me fixaient. Plusieurs avaient les larmes aux yeux. Ce n'est pas une exposition de vengeance, ai-je dit. C'est comme une nécrologie pour le silence. Les applaudissements n'ont pas éclaté. Ils ont grandi petit à petit. D'abord timides, puis plus forts, sincères. Et là, je les ai vus. Ils étaient tout au fond, près de la porte. Ma mère est bradant. Elle, avec son trench habituel bien serré par une ceinture. Les cheveux attachés si parfaitement que c'en était énervant. Lui, debout à côté, les bras croisés, regardant autour comme si tout lui appartenait. Ils attendaient quelque chose. Du respect, de la peur, peut-être. Je ne leur ai rien donné. Ils ont traversé la foule. Et partout où ils passaient, des murmures les suivaient. J'ai entendu quelqu'un chuchoter. C'est eux. Et un autre répondre. Quelle honte, quelle audace de venir ici. Ils se sont arrêtés juste devant l'aile reforgée. Ma mère a penché la tête. L'aile a toujours été dramatique, dit-elle à voix basse. Mais assez fort pour que je l'entende. Nous, on lui a donné de la structure.
des limites. Tout ça, c'est du spectacle. Avant que je ne puisse répondre, une femme près d'eux se retourna. C'était une dame élégante, plus âgée, avec un badge de presse sur la veste. Elle a pris ta cruauté et l'a transformée en quelque chose que les gens viennent voir et paient pour voir, dit-elle calmement. Ce n'est pas du drame. C'est de l'art né de la survie. La bouche de ma mère se serra. Bradan détourna le regard. Alors un homme aux cheveux gris s'approcha de moi. Il avait une carte dans la poche de sa veste. Mademoiselle Bonnet, je viens de la Fondation nationale d'art contemporain, me dit-il. Nous suivons votre travail depuis qu'il est devenu viral. Nous aimerions discuter avec vous d'une tournée à New York, Chicago, peut-être même Londres. Et c'est pile à ce moment-là que ma mère fit un pas en avant. C'est notre fille, dit-elle en souriant, comme si c'était répété. Nous sommes tellement fiers de sa force, de sa résilience. Je me tournai vers l'homme. Vous devez savoir une chose, lui dis-je calmement. Ils ne sont pas venus me soutenir. Ils sont venus maintenant que l'argile a de la valeur et veulent me réclamer comme si. Ils avaient toujours été là. L'homme leva un sourcil. Merci, dit-il. C'est tout ce que je devais entendre. Un journaliste s'approcha alors, micro à la main. Câlin, si vous permettez, à quel point cette exposition est-elle autobiographique? Je n'ai même pas cligné des yeux. Là elle l'est entièrement, dis-je. On m'a frappé pour ne pas avoir servi une assiette assez vite. On m'a laissé en sang. Et celle qui aurait dû me protéger n'a jamais levé la main pour m'aider. Seulement pour porter son orgueil. Et quand j'ai dit la vérité, ma propre mère m'a traité de menteuse. On entendit des soupirs. Les flashs se mirent à crépiter. Mais je ne suis pas restée brisée. Je me suis reconstruite. Et cette fois, les applaudissements furent un tonnerre. Au milieu de tout ça, j'ai vu le visage de ma mère, rouge. Les yeux creusés. Bradan lui toucha le bras, mais elle le repoussa. Ils firent demi-tour et partirent sans dire un mot de plus. Je ne les suivis pas. Je n'en avais plus besoin. Pour moi, ils n'étaient plus que des silhouettes. Plus des chaînes. Juste des ombres qui s'éloignaient. Plus tard, quand tout le monde fut parti et que les lumières baissèrent. Je restai seul dans le fond avec une bougie à la main. Je l'allumai en silence et la posai à côté d'un petit tas d'argile non touché. Je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait pour elle. Pour la petite fille qui a survécu quand personne ne l'entendait. Celle qui a arrêté de demander la permission. Celle qui a choisi le feu au lieu de la peur. J'ai laissé la bougie allumée en partant. Je ne reconstruisais pas mon passé. Je sculptais un futur qu'ils ne toucheraient jamais. L'étagère n'avait rien d'élégant. Juste une vieille planche de bois trouvée dans une casse près de la rue Trucon. Je l'avais poncée moi-même, vernie en couleur noyée et accrochée entre la cuisine et la fenêtre de mon nouveau studio. Elle grinçait un peu parce qu'elle était légère, mais elle tenait bon. J'y ai placé 3 pièces comme les chapitres d'un livre enfin terminé. Au centre, l'aile d'ange fissurée. Elle ne tranchait plus le temps et mes mains l'avaient adoucie. D'un côté, un bol simple, lisse et couleur terre, avec les mots toujours là gravés sur le bord. Si profond qu'il captait la lumière du soleil chaque matin. De l'autre côté, la pièce la plus récente, un phénix. Ses ailes étaient faites d'argile tordue avec des morceaux de ceinture et de fils de cuivre. Je l'avais sortie d'une boîte cachée sous mon lit quand j'étais enfant. Une boîte pleine de choses dont je ne pouvais pas parler. Maintenant, elle ne se cachait plus. Maintenant, elle s'élevait. Dehors, le vent frappait doucement à la fenêtre. Dedans, tout était calme. Mais pas vide. J'ai marché doucement dans l'appartement. J'ai plié une couverture, rincé une tasse, replacé la seule plante que j'avais sur le bar. Ce n'était pas un grand endroit, juste un petit studio au-dessus d'un cabinet d'avocat. Mais c'était le mien. Il n'y avait plus de plancher qui grince sous la colère de quelqu'un d'autre. Plus de plantes qui meurent à cause du silence. Quand le facteur est passé, je n'ai pas couru. Je l'ai laissé. Plus tard, une tasse de thé à la main. J'ai ouvert la petite porte en métal et pris le courrier habituel. Une facture d'électricité. Une carte faite main par la nièce d'Ilèche. Et une enveloppe crème sans expéditeur. Juste mon nom complet écrit d'une écriture que je reconnaîtrais entre mille, serrée et soignée. Je l'ai reconnu immédiatement. Je suis resté là, à respirer. Une fois à l'intérieur,
j'ai laissé le reste du courrier sur le bar. Et j'ai emmené la lettre à la fenêtre. La lumière était douce, comme du brouillard au printemps. J'ai glissé un doigt sous l'enveloppe et sorti la feuille. Sin, on m'a élevé avec dureté. Je t'ai élevé avec dureté. Peut-être trop. Maintenant je le comprends. Je n'attends rien. Appelle-moi si tu veux. Maman. Rien de plus. Elle n'a pas parlé de la forêt, ni de la galerie. Elle n'a même pas répété mon prénom. Juste des miettes. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai plié soigneusement. Je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre, à côté d'un petit caillou du ruisseau derrière notre vieille maison. Et elle est restée là. Toutes les lettres n'ont pas besoin de réponse. Certaines choses sont faites pour flotter dans l'air. En silence, puis disparaître, comme la buée sur une vitre froide. Le lendemain après-midi, Evely est arrivée avec un thermos de tisane à la camomille et 2 petits pains au miel. Elle a jeté son manteau sur le dossier de mon tabouret comme si elle vivait ici depuis toujours. Et s'est assise sur la chaise près de la fenêtre. Je l'ai vue, dit-elle en montrant la lettre du menton. Je m'en doutais, répondis-je en lui servant une tasse. On est resté assis en silence un long moment, écoutant les bruits doux de la rue. Finalement, elle demanda. « Alors, tu vas l'appeler ?» Je regardai par la fenêtre. Un enfant promenait son chien. Il tenait la laisse d'une main, une petite brique de jus de l'autre. Le chien tirait vers un arbre. Et l'enfant riait. « Peut-être un jour, dis-je. »« Mais pas aujourd'hui, » répondit-elle en sirotant son thé. « Exactement, ai-je acquiescé. Aujourd'hui, je ne reconstruis pas de pont fait de cendres. » Elle sourit calmement. Je me levai et marchai vers une petite étagère près de mon bureau. Il y avait une bougie dans un photophore en céramique que j'avais fabriqué moi-même, il y a des années. J'ai pris un petit morceau d'argile brute du bol à côté, juste ce qui tenait dans ma main. J'ai allumé la bougie. Tenu l'argile au-dessus quelques secondes. Et je l'ai laissée tomber dans la flamme. Elle a crié, s'est tordue, est devenue plus sombre en se repliant sur elle-même. Certains feux purifient, ai-je murmuré. Quelques jours plus tard, l'atelier m'a invité à exposer l'une de mes pièces sur le mur principal. J'ai choisi le phénix. On l'a installé avec soin. La lumière de l'après-midi tombait exactement au bon endroit. Et projetait une ombre longue qui atteignait le milieu du sol. En dessous, une plaque en laiton disait « Kalinarden en l'honneur de la petite fille qui a survécu ». Les gens passaient et s'arrêtaient un par un. Certains restaient longtemps. Une femme posa la main sur sa poitrine. Une autre murmura « C'est moi. C'est mon histoire aussi. » Et c'était suffisant. Pas besoin d'expliquer plus. Un soir tranquille, un vendredi, j'étais encore dans mon petit appartement. Les mains dans l'argile froide. Le tour tournait lentement pendant que je façonnais une nouvelle figure. C'était une petite fille. Elle n'était pas à genoux, ni cachée. Juste assise, les jambes croisées, les yeux fermés. Et les bras croisés comme des ailes. Ses propres ailes. Je lui ai sculpté un petit sourire. Pas grand, juste en paix. Quand j'ai terminé, j'ai signé la base d'un simple K. Et je suis sorti dans le couloir. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. L'air sentait l'eucalyptus et le béton chaud. Ce n'était pas une nuit spectaculaire. C'était juste une bonne nuit. Je suis resté un moment sur le palier. Les clés dans une main, le téléphone dans l'autre. Et là, j'ai ressenti quelque chose. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas soudain. Mais c'était total. On m'avait élevé pour être un outil. Alors je me suis laissé rouiller. Et à la place, je suis devenu inflammable.